Ce qui unit les gens les uns aux autres, c'est la création. What is creation? I don't know. It's a way of living. I think to create for me is to step out of the way so I'm not in the middle. I have to be out of the story in order that the story takes place. C'est repousser les frontières du monde. C'est dire que le réel ne suffit pas. Also für mich gibt es nur die von mir geschriebene Realität, die ich als Realität erfahren kann. Das andere ist einfach verlebte, abgelebte, verlorene Realität oder das Nichts. C'est vivre, c'est-à-dire porter dans l'existence même ce qu'on a reçu et ce qu'on voudrait transmettre. Créer d'une certaine manière, c'est tisser, c'est-à-dire que sur des fils de chaîne, on fait passer des fils de trame, sur une expérience vécue ou sur une expérience imaginée, on fait passer les phrases, les fils du récit, et on arrive, si on a la main heureuse et l'écriture à la hauteur de l'ambition, on arrive à créer des motifs qui sont ceux que l'on espérait. Je m'appelle Hubert Nissen, et aussi vrai que 2 et 2 font 4 depuis longtemps, tout va chez moi par 2. Les femmes et les livres, l'écriture et la lecture, la musique et le théâtre, l'audace et la timidité, les convictions et les doutes. Je suis français, oui, mais je suis né belge. Je suis écrivain, oui, mais je suis aussi éditeur. L'enseigne de la maison d'édition que j'ai fondée comporte 2 mots. Acte, Sud. J'ai eu 2 mères. J'ai 2 fois 38 ans. Je parle 2 langues. Je me suis marié 2 fois en moins de 2. Et si j'ai 3 enfants et 11 petits-enfants, je les aime comme pas 2. Joueur, j'ai souvent jugé que 2 tu l'auras valait mieux qu'un tien. Et à cela, croyez-moi, j'ai réfléchi plutôt 2 fois qu'une. Il est difficile de parler de l'écriture et seulement d'elle. On ne passe pas sa vie à écrire, on ne vit pas exclusivement dans l'écriture, si immodérément soit-on épris. Et je m'aperçois, après une carrière qui est quand même assez longue maintenant, que depuis fort longtemps, je passe mon temps à composer des variations sur un petit clavier à 4 touches. Et les 4 touches de ce clavier, c'est lire, écrire, découvrir, éditer. Je suis un passeur, je me considère comme un passeur. Ce que j'ai aimé, je voudrais que les autres l'aiment. Le petit tremblement que toujours je ressens quand je découvre quelque chose ou quand je jouis d'un spectacle ou d'une lecture, j'aime le provoquer chez les autres. Et peut-être était-ce là ma véritable vocation, c'est d'être un passeur d'œuvres, un passeur d'émotions, un passeur de plaisir. Voilà bientôt 22 ans et que j'ai créé Actes Sud dans une bergerie ici en face du Mas où j'habite. Quel est le problème de l'éditeur? C'est de choisir les livres qu'il va publier. Mais plus souvent qu'il ne choisit, l'éditeur va chercher. Et comme j'ai toujours porté un intérêt considérable à la littérature du monde entier, je ne crois pas à la division de la littérature par langue. Je pense qu'entre des écrivains espagnols et des écrivains russes, il y a parfois plus d'intimité, plus de coïncidence qu'il ne peut y avoir entre 2 ou 3 écrivains d'un même pays. Je me suis donc tourné vers cet univers littéraire universel et je suis parti à la recherche d'auteurs, bien entendu pas les grands, ils étaient connus,
Mais c'est une chose qui va de soi. Là où il y a de grands arbres, on trouve de petits arbres en train de naître. Ben, la même chose pour la littérature. Là où il y a des grands romanciers, il y a sûrement des romanciers en train d'émerger. C'est à leur recherche que je suis parti. Les vraies grandes découvertes commencent en 1985. Découvrir une œuvre comme celle de Berberova, c'est évidemment, on l'imagine, un plaisir extrême. C'est une aventure incroyable et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup dans l'histoire de l'édition. Mais souvent, je me dis qu'il y avait quelque chose de plus important encore. C'est que Nina Berberova a représenté véritablement son siècle, le XXe. Elle est née avec ce siècle et elle est morte quasiment avec ce siècle, à peu près au moment où elle faisait son entrée dans le Petit Larousse. En 1964, Nina Berberova écrit les dernières lignes de son autobiographie « C'est moi qui souligne ». Cette autobiographie, c'est le dernier livre qu'elle a écrit. Et les dernières lignes de ce dernier livre sont assez amères. Elle laisse entendre que c'est râpé, quoi, c'est fichu, elle n'a pas été reconnue, son œuvre n'est pas connue, et mon Dieu, il ne lui reste qu'à attendre la fin, ce qu'elle exprime avec une certaine philosophie. Les pigeons s'envolent craintifs sous les pas de ma bien-aimée. À l'époque où ces vers furent écrits, je pensais que je deviendrais quelqu'un. Mais je ne suis devenue personne, je ne fais qu'être. À présent, j'arrive à la dernière page de mon livre. Désormais, il me faut vivre face à l'inconnu ayant épuisé les multiples facettes de l'existence. Je me prépare de la sorte à affronter la dernière expérience qui me reste à découvrir et à laquelle je donnais mon consentement il y a longtemps déjà. Elle ne m'effraie pas, pour la bonne raison qu'elle est inévitable. C'est 19 ans plus tard que l'accompagnatrice me tombe dans les mains, que je découvre Berberova, la rencontre, et me rends compte qu'il y a derrière l'accompagnatrice cette œuvre immense, que je vais éditer livre par livre, de telle sorte qu'en moins de 10 ans, l'inconnu de 85 ans va connaître une notoriété internationale. Il y a plus de 20 langues dans lesquelles son œuvre, à partir de la traduction française, a été reprise. Ça, c'est une manière de découverte qui est exceptionnelle. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cas dans l'édition où on ait découvert un écrivain qui était arrivé au bout de sa vie, dans un désespoir tranquille, en sachant que c'était fichu, que rien n'aurait lieu, et tout a lieu in extremis. Cette même année, je vais à New York et à mon habitude, je demande est-ce qu'il y a de jeunes arbres qui poussent à l'ombre des grands arbres. Et de plusieurs côtés, on me parle d'un certain Paul Auster qui a du talent, tous ses amis le reconnaissent, mais qui n'est absolument pas accueilli par l'édition américaine. Au moment où on me parle de lui, il a essuyé 17 refus des principaux éditeurs auxquels il s'est adressé. Et le jour où j'ai enfin un rendez-vous avec lui, j'apprends en même temps que le premier de ses livres va être édité dans une petite maison d'édition de la côte ouest, une small press. Paul Auster, c'est une énorme découverte. C'est une énorme découverte. Dès que je suis entré dans ces textes, j'ai compris que nous avions affaire à un écrivain d'immense talent,
est tout à fait prolixe, c'est-à-dire un homme qui ne s'arrêterait pas d'écrire avant longtemps. J'ai tout de suite découvert chez Paul Auster ce qui est pour moi son caractère le plus évident, c'est sa qualité de narrateur. Souvent j'ai dit que lorsqu'on lit un texte de Paul Auster, c'est comme si on s'embarquait dans la nacelle d'un scenic railway. On ne s'arrête plus. Quelquefois, on descend de manière vertigineuse, puis on remonte lentement, on prend des virages à vous faire tourner la tête, on redescend, c'est formidable, et on ne sort de la petite nacelle que lorsqu'on est arrivé à la dernière ligne du livre. Hubert has done a great service to the French reading public by publishing so many foreign novels. He's made a point of emphasizing books from all over the world, and not just the Western world, but, you know, Asia and Africa and, you know, parts of Europe that no one thinks about very much. And it's wonderful because literature really is, it's universal. And I think the more we read works of each other, you know, from one culture to another, the more we begin to understand each other. And I think maybe, perhaps, you know, some extra compassion can start to develop out of this. Eh bien voilà, ça c'est ce que j'appelle le mur Actes Sud. C'est 20 ans d'édition, c'est 4000 titres qui sont là rassemblés. Ça a commencé en 78 et puis je les ai installés ici parce que c'est important pour moi par ordre chronologique. Là-bas, tout en haut, apparaissent les premiers puis ils se suivent comme ça. Donc c'est un ordre qui n'est accessible qu'à moi-même, ils ne sont absolument pas classés par catégorie. Et puis, quand j'ai établi cette bibliothèque, il y avait un problème, c'est qu'il y avait un trou ici, une porte qui donnait accès à la salle de bain. Alors, cette porte, j'ai décidé d'en faire une sorte de mur du mensonge, mais du beau mensonge. C'est-à-dire qu'il m'a paru intéressant de consacrer cette petite portion de bibliothèque en trompe-l'œil à ceux de mes proches et de mes amis qui auraient bien aimé écrire un livre, mais qui n'en avaient pas écrit. Alors c'est comme ça, par exemple, que mon frère, qui longtemps était assureur, se voit doté d'un livre qui s'appelle L'Amiable. Alors pour ma plus jeune fille, Louise, qui est mathématicienne, j'ai imaginé un livre qui s'intitulerait « De la perfection mathématique dans l'infini de l'inutile ». Et pour mon fils, qui est économiste, et j'ai imaginé qu'il avait écrit un livre intitulé « De la Genèse comme modèle économique ». Et puis mon autre fille, qui dirige les éditions aujourd'hui, s'est vu une certaine année attribuer le titre de femme d'affaires de l'année. Et c'était patronné par le champagne Veuve Clicquot. Alors je lui ai fait un livre qui s'intitule « L'art du zen selon la Veuve Clicquot ». Mais derrière ça, il y a une histoire. À savoir que les bouteilles de Veuve Clicquot représentent cette dame, Veuve Clicquot, et la Veuve Clicquot est un personnage qui passe dans la littérature, on la retrouve dans Dostoïevski. Et puis il y a un tout petit livre là, qui est assez discret mais qui est très important pour moi. Il est signé mystérieusement CLB, c'est-à-dire Christine Leboeuf, c'est la femme qui partage ma vie, et je lui ai fait un livre, on comprendra pourquoi, qui s'appelle Day and Night. Au commencement d'Actes Sud,
je me suis dit que l'une de mes tâches les plus urgentes, c'était de constituer un catalogue qui serait une structure d'accueil pour des écrivains qui auraient envie de venir là parce qu'ils auraient envie de s'installer dans cette espèce de congrégation que constituent les auteurs dans un catalogue. Also Akte Süd ist eine Heimat geworden für mich und ich kenne keine andere. Und ich muss sagen, dass ich diesen Familienbetrieb sehr schätze. Was mir am Anfang sehr gut gefallen hat, das war der Handwerksbetrieb und der Familienbetrieb. Also es war fast so wie in einer alchemistischen Stube. Alles war sichtbar und dieses ganze Wachsen, zellenartige Wachsen von den ersten Anfängen und mit sehr originalen Ideen bis zu einem Großverlag, was er heute geworden ist, habe ich mitgemacht und hat mir auch sehr imponiert. Actes Sud est connu, est devenu une maison connue grâce à ses traductions. Ça a été son image pendant très longtemps, d'être une maison où se publiait de la bonne littérature étrangère. Et tout le complexe Actes Sud en Arles est aussi très lié à la traduction, aux assises des traducteurs qui ont lieu ici chaque année et tout. Et je trouve que c'est une belle facette de la philosophie de la maison, que finalement, oui, tout est transmissible. Il m'arrive de faire un rêve récurrent. J'ouvre une porte, je me trouve dans une salle, et dans cette salle, il y a plusieurs autres portes. Laquelle vais-je aller ouvrir? Mais déjà, je sais que, quelle que soit la porte que j'ouvre, je vais pénétrer dans une salle où il y a d'autres portes. Et je me dis que ce rêve est une belle allégorie du questionnement. Tu vois, s'il fallait coller un adjectif à ma vie, je crois qu'il faudrait dire multiple. J'ai fait des tas de petits métiers, j'ai fait de la publicité aussi, ce qui n'est pas un petit métier, car c'est un métier de langage. Je ne regrette rien parce que rien n'a jamais été perdu. Et dans les grandes aventures qui ont été les miennes, celle de l'écriture et celle de l'édition, toutes ces expériences acquises sur le terrain sont revenues et m'ont aidé considérablement. On ne pense pas que tel geste qu'on a accompli quand un maître ouvrier m'a appris que pour scier, il ne faut pas appuyer sur la scie, il faut laisser l'outil travailler lui-même. Eh bien, il m'a appris quelque chose qui est revenu bien longtemps après et qui est revenu quand j'écrivais. Il ne faut pas que la plume, que l'écriture insiste, appuie. Et quand l'outil est lancé, il faut le laisser travailler lui-même. Et c'est aussi un conseil qu'il m'est, par conséquent, arrivé de donner aux auteurs dont j'étais l'éditeur. La littérature nous autorise à repousser les limites, aussi imaginaires que nécessaires, qui dessinent et définissent notre moi. En lisant, nous laissons d'autres êtres pénétrer en nous. Nous leur faisons de la place sans difficulté, car nous les connaissons déjà. Le roman, c'est ce qui célèbre cette reconnaissance des autres en soi et de soi dans les autres. C'est le genre humain par excellence. Comme avec Paul Auster, mon grand bonheur, c'est que si nous parlons des livres de Nancy et des modalités de leur édition, plus souvent encore, nous parlons de l'écriture et de ce regard sur le monde qu'apporte l'écriture. Mais ça devient du réel, ce qu'on crée. Mais c'est ça qui est très... C'est ça que j'aime le plus, en fait, moi, dans le fait de créer et de lire ce que d'autres créent, c'est que ça
ça entre dans ma réalité à moi. Donc, quand je vis avec des personnages, par exemple, je vis avec eux autant et plus qu'avec les gens en chair et en os qui m'entourent. Ils sont très importants pour moi et je prends leurs problèmes à cœur et je vibre avec eux. Voilà. Ça fait partie du non nécessaire qui est nécessaire à l'humanité. C'est sa plus belle capacité, cette capacité d'imaginer, de dire, voilà, on est là, mais on est aussi ailleurs. On est avec vous, mais on est aussi avec d'autres, des gens qui sont morts ou des gens qui n'ont jamais existé, mais dont la réalité est belle et pleine d'une autre façon. Literatur in meinem Sinne ist wirklich die Erschaffung im tiefsten Sinne der Welt und des Lebens und der Wirklichkeit, an die man sonst nie herankommen würde. Pour moi, la réalité accessible, c'est la réalité que je crée à travers les mots et les phrases. Le reste de la réalité n'existe pas. Si je ne l'ai pas ruminé et transformé en système langagier, ça n'existe pas. Et moi, je n'existe pas non plus. Für mich ist die Literatur aber natürlich nicht nur die Lebenserfindung, sondern auch die Selbsterfindung. Eine Selbsthervorbringung, une autoproduction sans cesse. You write because you have to write. You feel this compulsion to do it. Reality is not enough. You have to live in another reality in order to understand the reality you live in with your body. You're trying to look at the world and see what's going on, trying to find the truth about reality. And so much of our lives are controlled by a certain attitude which wants to smooth things out. I mean, this makes society function. Whether it's governments or the media, I mean, everybody is lying to us all the time. So I think the writer's job is to tell the truth. Telling the truth becomes a rare activity in this world. So yes, you're going in another direction from the other people. If everyone is driving cars, writers are people who ride bicycles or walk. You know, it's different way of living, I think, from other people. Not necessarily better, it's just different. The unread words folded within it spoke to him in a whispering calligraphy that touched the tendrils of his heart and clasped him close and murmured deep endearments. They spoke to him in whorls of perfume, scrolls of henna-coloured curls and subtle, clinging silks that would not let him go. With infinite love they murmured to him to remember that all of creation across time and space had contained millions who paraded briefly with their powers as he had done. With tender compassion, they reminded him that all these unnumbered millions had, like him, without exception, been utterly forgotten, together with their petty lusts and powers. And with exquisite ardor they murmured to him never to forget,
that all those such as he, all these millions, all of this creation were less, far less, than that which lay within the eye of a dead ant, compared with the all he could never ever name, the all he would not ever know. I think if the world really knew why you were writing, you'd think you were mad. For me, I write because I hear voices in my head. And I can't just ignore them, so, and they're speaking in English, which is such a relief. I think, oh, somebody's speaking my language, so I have to write it down. That's why I write. There are lots of answers to the question, why does one write? I think I also write because I'm lonely. And I think I write to keep myself company. And that's another story. Part of exile, I suppose. Au fil des ans, l'écriture m'est devenue quelque chose, pas seulement nécessaire, mais tout à fait naturel, dans le sens que j'écris un peu comme je m'alimente à des heures régulières. J'ai besoin d'écrire pour vivre, et si je cherche à savoir pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est ma manière d'être au monde. Et c'est en écrivant que je prends vraiment une conscience assez claire de ce qui m'arrive, de ce que je cherche à comprendre, enfin, de toutes ces manifestations un peu immatérielles qui prennent consistance dans l'écriture. On pourrait aussi voir les choses de la manière suivante. Tout romancier sait que, quel que soit le soin avec lequel il a préparé la trame de son roman, la conduite narrative, les plans d'exploitation de ses personnages, etc., c'est en écrivant qu'il va découvrir ce qu'il allait véritablement écrire. Et c'est Claude Roy qui disait « J'écris pour savoir ce que je ne savais pas que j'allais écrire ». Sometimes it feels as though we are wandering through a city without purpose. We walk down the street, turn at random down another street, stop to admire the cornice of a building, bend down to inspect a splotch of tar on the pavement that reminds us of certain paintings we have admired. Look at the faces of people who pass us on the street, trying to imagine the lives they carry around inside them. Go into a cheap restaurant for lunch, walk back outside, and continue on our way towards the river, if the city has a river, to watch the boats as they sail by, or the big ships docked in the harbor, perhaps singing to ourselves as we walk, or perhaps whistling, or perhaps trying to remember something we have forgotten. Sometimes it seems as though we are not going anywhere as we walk through the city, that we are only looking for a way to pass the time, and that it is only our fatigue that tells us where and when we should stop. I read out loud. I try to hear what I'm writing. It's very important. And in my own case, everything I write, I read out loud to my wife. Not every day, but every month or two, if I'm working on a novel, I take up the pages and I say, now let's listen and see what it sounds like. And it helps. And reading it out loud tells me immediately where I've made a mistake, where it's not working, where it's not good, and also where it does sound good. And I have to experience it in my voice before I'm sure about the text itself. Sometimes, of course, I just read it out loud to myself too, downstairs, kind of mumbling, blah, 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 blah. But it's the music of the words. Ich arbeite immer mit Tonbandgerät. Magnetophon. Also das Gesprochene, meine Texte als gesprochene Sprache sind mir sehr wichtig.
wenn ich eine erste oder zweite Version durchgeschrieben habe, dann nehme ich sie auf und höre sie ab. Das war immer schon vom ersten Buch bis heute immer so. Aber es ist nicht so, dass ich lese meine eigenen Bücher nie. Wenn ich nicht vorlesen muss, lese ich meine Bücher natürlich nicht. Aber im Arbeitsprozess drin spielt das Abhören des Textes eine Rolle. You see, words have a rhythm to them, they have a music to them. And the entire effort of a writer is to try to find the proper music for the text he's writing. And you can only feel that music in your body. And I think readers, not even aware of it, but very attentive, sensitive readers, are also reading with their bodies. They can feel the music inside the words. And I believe that meanings are also conveyed through those rhythms and those cadences and the music, above and beyond, you know, the literal meanings of the words themselves. And it is physical. It really is. Ce jour-là, pour la première fois, je me suis demandé si après la mort de ma mère, qui ne pouvait alors plus tarder, je ne devrais pas, pour la paix de mes sentiments, consulter un de ces paysagistes à qui je demanderais de me débarrasser du désordre qu'avait introduit ma mère. J'ai donc réfléchi. Si réfléchir, c'est se renvoyer une image de soi et de son incomplétude. Je me suis porté par la pensée en plus de 20 endroits dont je pourrais guider les premiers pas du paysagiste dans mon labyrinthe. Entrez par ici, lui dirais-je, c'est une porte dérobée, mais vous aurez tout de suite une idée de la propriété. Or, à peine avais-je entrouvert la porte que des ombres, des voix me désignaient un autre passage vers la salle du trône où ma mère, en attendant notre arrivée, ne sommeillait que d'un œil. Et si, me bouchant les oreilles, je m'obstinais à ouvrir grande la porte choisie, je me retrouvais dans une salle où d'autres portes m'obligeaient à de nouveaux choix. Le moment est donc venu de le dire, de vous le dire, car ce qui devait arriver est arrivé. La sarabande que l'irrésolution m'a fait danser autour du château de ma mère a fini par me convaincre que je me payais d'illusions en imaginant qu'un paysagiste pouvait m'éclairer sur la vieille liaison que j'avais avec elle, et qu'en disposant mes passions en espalier et mes angoisses en quinconce, il me permettrait de vivre en paix parmi les souvenirs. J'écris un livre. Ce livre vient de la parole, c'est de la parole qui se transforme en écriture. Quand je lis le texte du livre à d'autres, c'est de l'écriture qui se remétamorphose en parole. Et on retrouve là un autre type de jouissance. On ne lit jamais deux fois le même livre. C'est un peu Héraclite, jamais deux fois dans le même fleuve. Mais c'est vrai que quand on relit un livre, on ne relit pas ce qu'on avait lu la première fois. Il y a autre chose. Et à ce propos, me revient cette remarque tellement plaisante de Roland Barthes, disant ce qu'il y a d'épatant avec Proust, c'est que quand on le relit, on ne saute jamais les mêmes passages. No matter how many people read a book, it's always just one person, every time, one. And I think that's the beautiful thing about reading. Because it's the only place, I think, in the world where strangers can meet on very intimate terms with one another. I can't think of any other place. A painting, yes, but
it's a little different because generally you don't spend as much time with a painting as you do with a book. And theater and film are much more public experiences. It's a spectacle. But a book is an inner journey. And it's really made by two people simultaneously, by the writer and the reader. And they become partners in this adventure. And it's for that reason, too, that I think every reader reads a different book from every other reader. You bring your own memories to anything that you read, your own life, your own experiences. And I had this startling revelation. This is years ago now. I was reading Jane Austen, the writer I like very, very much, Pride and Prejudice, a masterpiece. And I realized as I was reading the book that all the events in the book were taking place in the living room of the house in which I had grown up. I really wasn't in England, I was in New Jersey, in my living room, and all the characters were there. And it was a very shocking discovery to think that, well, I was appropriating this work and turning it into something very, very personal. I think some readers do. I've asked a lot of people about this. Some people do what I do, and other people don't at all. But the question is, how can you see something in your head that you've never actually seen with your eyes? It's very bizarre. I've often thought that scientists should study this. And I actually once had a long talk with a neurologist in Jerusalem, actually worked at the Weizmann Institute. And he said they had been studying what happens to the brain when you read a book. And he said, as far as this was about 5 years ago, as far as they could discover at that point, the part of the brain that was activated when you read is the same part that is used for memory, which is very interesting. So in other words, reading is a kind of memory. J'ai sacrifié beaucoup de mon temps d'écrivain à mon activité d'éditeur pendant toutes ces années. Je l'ai fait sans restriction parce que je pense qu'on ne peut pas faire bien un métier si on ne le fait pas de manière absolue. Et je dis bien absolue, c'est-à-dire en asservissant tout le reste à cette fonction. Je me suis arrangé dans les interstices pour écrire mes livres. L'éditeur et son double, c'est 3 volumes qui ont paru et qui comportent les pages essentielles des carnets que je rédige quotidiennement. Et l'éditeur et son double, ça m'a permis de montrer comment l'écrivain peut tirer parti de son travail d'éditeur. Philadelphie, le 12 septembre 1992. Après avoir déjeuné au Copper Penny, Nina Berberova et moi, nous nous sommes installés sur un banc du square de Society Hill. J'attendais depuis longtemps une occasion de lui parler de la manière qu'elle a de dominer le temps, avec l'espoir qu'elle en dirait davantage. Je fumais ma pipe, Nina ronronnait, parfois elle me caressait le dos de la main. Les passants regardaient à la dérobée le couple étrange ou inquiétant que nous formions. Ah, le temps, ne pas lui laisser le dernier mot, s'est contenté de dire Nina. L'écrivain permet à l'éditeur de s'y retrouver plus rapidement dans les manuscrits, de comprendre comment ça s'est passé là où il y a une déviation, un dérapage, une baisse de température. Il repère ça parce que ça lui arrive à lui aussi. Il le sait. Il sait quelles difficultés il a eu à franchir. Il comprend mieux celles de l'autre.
Et puis la relation inverse, c'est que l'éditeur apprend à l'écrivain une chose extrêmement importante et un peu triviale, c'est qu'on écrit beaucoup trop de choses. Et l'embarras de l'éditeur, c'est pas de refuser, c'est de choisir. Le fait d'avoir, comme on dit dans le métier, à dépoter des manuscrits, sans cesse apprendre deux choses. Primo, à faire ça très vite. Et finalement, j'emploierai une comparaison assez facile, mais je crois assez juste. Moi, je me suis toujours comporté comme une ménagère qui va au marché. Elle ne mord pas dans chacun des fruits avant de se décider. Elle ne palpe pas tout ce qui est à l'étal. Elle ne peut pas enfoncer son doigt dans chacun des fromages. Et pourtant, elle choisit, elle prend. Et elle apprend à bien choisir et à bien prendre. Beaucoup d'écrivains sont des exilés, pas nécessairement de grands exilés. Moi-même, je suis venu de Belgique et me suis installé dans ce pays. Nancy Houston est née à Calgary, elle s'est installée en France. Et Bailly Nagjavani vient à la fois de sa Perse profonde, de l'Afrique où elle a vécu, de l'Angleterre où elle a fait des études. Et l'exil est souvent la conséquence d'un certain nombre d'événements. Mais ce qu'on peut retrouver de commun chez tous les exilés, c'est le caractère généralement fécond de l'exil. Parce que l'exil provoque deux types de considérations. D'une part, la découverte du lieu où on s'est exilé, et d'autre part, l'évaluation du manque dont on souffre par détachement de l'endroit d'où l'on vient. Et ces deux forces-là, parce que ce sont des forces, dans la mesure où ce sont des interrogations insistantes, souvent se combinent et donnent à la littérature un accent très particulier. L'exemple le plus abouti étant à mes yeux, et parmi les gens que je connais bien ou que j'ai bien connus, celui de Berberova. Il est évident que Nina Berberova a commencé à écrire à cause de l'exil et un jour a trouvé son univers, son monde à elle, quand elle est entrée dans Billancourt et qu'elle a trouvé là les Russes du premier exil, de la première émigration, qui étaient pour la plupart employés chez Renault. Et tout à coup, elle a découvert ces gens, les uns puissants, les autres très humbles, dans toutes les conditions sociales. Et leur exil, combiné au sien, est à la base même de toute son œuvre. Sans l'émigration russe, il n'y aurait pas de Nina Berberova, à tous égards. Moi, je ne serais pas devenue écrivain si j'étais restée dans ma culture à moi et ma langue à moi. Même si maintenant j'écris en anglais après un immense détour, mais moi, j'aurais pas pu commencer à écrire en anglais. Avec Hubert Nissen, la question de la langue ne se pose pas, mais le fait d'être... il a toujours été aussi avec de l'étranger autour, n'est-ce pas? Sa première épouse est suédoise, il y a les deux cultures à l'intérieur de la Belgique, il y a de la division partout. Même si on peut penser que la division est un affaiblissement, ça peut aussi, si on est prédisposé à en profiter, ça peut être une force extraordinaire. Ich bin ein willentlicher Exilierter und das Exil, also dieses große Wort, war für mich, wie ich mich entschlossen habe, nach Paris zu kommen oder die Schweiz zu verlassen, das war also ein Schlüsselwort. Und ich glaube, für einen Schriftstellertypus wie mich ist das Exil unabdingbar. Auch dieser Status der Niemandszugehörigkeit, l'appartenance à rien et à personne.
Und es gibt natürlich andere Schriftsteller, die sagen, wie sich als Sprachrohr einer ethnischen Bewegung verstehen und so weiter oder irgendwelche menschlichen Dienstleistungen im weiteren Sinne beanspruchen für ihr Tun. Aber für mich ist eine Grundbedingung des Schreibens das Exil. Und Exil ist natürlich auch Zuflucht in einem großen Gemenge, weltbedeutenden und nie wirklich erfahrbaren Gemenge. Und dieses Gemenge gibt nur die große Stadt ab. Pour moi, ça ne fait aucun doute que l'exil est un atout pour la création de toutes sortes, pas seulement l'écriture, mais peut-être spécialement pour le romancier, parce que la poésie, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup moins de poètes qui réussissent vraiment un déracinement. Il y a énormément de romanciers qui l'ont réussi. Je pense que le fait de quitter son lieu de naissance, c'est mieux que de ne pas le quitter pour un romancier. Et presque tous les romanciers, si on étudie un peu leur vie, il y a eu un arrachement, un déplacement, etc. Mais si c'est en plus un changement de culture et de langue, en fait, ça relativise tout. Et on voit comme phénomène de culture des choses qui sinon seraient passées complètement inaperçues, auraient été invisibles. I find it's very important to have a foot in several different cultures myself as a writer. I love having a feeling of languages at one's arm's length, if you like. Perhaps it's negative in one way because you feel always a doubt that you have real command of any language. So there's always a feeling that you're an alien in whichever language you happen to be. But for me, coming to France and living here and writing in English has been a tremendous release. I found it a liberating thing to have a foot in these two cultures, in these two languages, because somehow as a writer you find you need a private language that no one knows. So you're writing in secret that tells a story that other people won't know about, you know. But at the same time you're using a public language which is being undermined all the time, which is being denuded of its meaning in daily usage. So I find it quite useful to denude my daily language in French, because it's a language I don't command. It's the mundane language of bread and shopping and Auchan and so on. Whereas I keep the English language for my private work. The first dream. The scribe was having a dream in his delirium. He dreamed that he was walking in melting snow beside a river. He walked immaculate along a path among clusters of hyacinths between rows of conciliatory cypresses, and his feet were delicate as he trod. They were hyacinths of wisdom, ruby and amber and sapphire blue, and the cypresses were modest in their magnanimity. They dipped their heads above him as he walked with an air of sovereign remedy, and he noted with a tincture of surprise that the waters of the river flowed with the sweet companionship of milk, and the air hung pure as beaten silver all about him. There was a bridge in his dream which spanned the milky river like a chant, with its head to the east and its feet to the west, and as he approached it, he glimpsed a waiting orchard on the other side. It was an orchard full of cherry trees in bloom, and the petals of the blossoms fell like pieces of paper all over the ground.
when I was living in a world where I was surrounded by English, I didn't actually write so freely. I found myself much more inhibited because I heard the language all around me. So it's been a strange liberation, finding myself exiled in language in a sense. The problem, of course, is that languages are not only languages, they are also worldviews, and therefore, to some extent, untranslatable. And in a way, if you have more than one worldview, you really have none. Eine Zeit lang war es sehr kompliziert und es gab auch die Gefahr des Sprachverlustes, weil ich mit einer französischen Frau verheiratet, mit einem französischen Kind, also und überhaupt in dieser französischen Alltagssprache bin, und die deutsche Sprache wurde dann sozusagen das Instrument wie die Violine, die ich auspacke in meinem Atelier und wieder reinpacke in meinem Atelier, wenn ich weggehe. Und was natürlich problematisch sein könnte, ist, die Sprachen ändern sich ja, die kriegen ganz neue Vokabularien, Einbrüche aus anderen Sprachen und so weiter. Und diese Entwicklung der deutschen Sprache habe ich natürlich nicht mitgemacht, weil sie nicht mehr in ein Ohr dringt. Ich lebe nicht in dieser Sprache. Insofern ist vielleicht mein Deutsch ein Kunstdeutsch. I think when you have a foot in two cultures, you find yourself developing a sort of corridor mentality. You know, you feel you don't really belong to one room. You partake of certain aspects of a room, and you've met other aspects in another room because you've been a traveller between these worlds. And I found myself more and more living in the corridor. And I found actually in the course of my life that there have been more and more people in the corridor and less people stuck in one room, so that there's quite a community of us out there in the corridors, you know. We're corridor people, if you like. And personally, as a writer, I found it necessary to create my own corridor world. I've constructed a sort of world which for me is the space where I feel most at home, which is between my Eastern and my Western cultures, between my Eastern Persian language and roots and my Western upbringing and education. So I've called it the Middle Orient, this world. It's the only kind of world I know I inhabit. And most of the stuff I write belongs to this Middle Orient. It's not either West or East. It's a kind of corridor in literature. In fact, I think that's probably where I live. It's language. It's not space. It's not geographic. I think I live in language. In some sense, every writer feels a bit of an exile in his own country, which goes back to what we were saying at the very beginning of the conversation. You know, the writer walking in the opposite direction from everybody else. You do feel alone. You do feel a bit embattled. And I think that's the necessary condition of being a writer. Il y a dans mon bureau un panneau sur lequel, au fil des ans, j'étais amené à mettre des photos de gens que j'aimais bien, dans la mesure où j'avais les photos de ces gens. Et ça a fini par faire une espèce de grande mosaïque. Les gens qui voient ce tableau-là, parce que ça forme un tableau, sont sensibles à l'esthétique inattendue de cet assemblage. Mais pour moi, c'est tout autre chose. Il m'arrive d'aller me planter devant ce tableau, de regarder cet ensemble de photos qui rassemblent des univers infiniment variés, et de me dire quelque part là se trouvent les éléments de réponse à une ou des questions que je suis en train de me poser. Chaque être se présente en quelque sorte comme une nébuleuse, c'est-à-dire un ensemble
d'idées, de sentiments, de sensations, de préoccupations, de souvenirs. Et toutes ces choses-là, toutes ces particules-là sont en continuelle effervescence et constituent parfois de superbes feux d'artifice. Depuis longtemps, je rêve, pense, fais l'amour, écris, fantasme et pleure dans les deux langues tour à tour et parfois dans un mélange ahurissant des deux. For all that the two languages are neither superimposed nor interchangeable in my mind, like most false bilinguals, I often have the feeling that they sleep apart in my brain. Loin d'être sagement couchées face à face ou dos à dos ou côte à côte, loin d'être superposées ou interchangeables, elles sont distinctes, hiérarchisées. D'abord l'une, ensuite l'autre dans ma vie, d'abord l'autre, ensuite l'une dans mon travail. Dans mes premières années en France, c'était une chose que je détestais, la traduction. Je n'aimais pas du tout à forcer les deux langues à s'équivaloir. Et maintenant, j'y prends goût. Et bon, me traduire moi-même, c'est extrêmement fastidieux. Je ne peux pas se le cacher. C'est quand il y a un gros livre qu'il faut recommencer et tout redire dans l'autre langue, phrase par phrase. C'est vraiment pénible et c'est pas passionnant du tout. Par contre, ça m'aide à réviser. Essentiellement, mon autotraduction, c'est une étape de la révision du manuscrit. Donc, je ne donne jamais la version originale avant d'en avoir fait la traduction parce qu'elle m'aide à améliorer. Je vois les répétitions, je vois les phrases un peu bancales, je vois les trucs incohérents. Enfin, tous les défauts viennent à la surface et m'éclatent à la figure quand je traduis. Alors qu'on est souvent très complaisant quand on se relit, on se berce de la musique de ces phrases, on se dit c'est joli et tout. Dès qu'on commence à traduire, on devient impitoyable et voilà, c'est utile. L'autre chose qui me plaît, en fait, c'est de reconnaître, une fois que la traduction est là, à peu près, c'est de lire la première fois cette nouvelle version dans l'autre langue et de reconnaître la même musique et de me dire oui, c'est bien ça que je voulais faire, c'est ça quoi. On se reconnaît là-dedans et ça c'est un grand plaisir. Comme si parfois je me dis que j'essaye de réconcilier ma mère et mon père ou quelque chose comme ça. Quand on se sent divisé, on se dit mais finalement non, c'est la même chose. Vous vous entendez, vous dites la même chose, oui. Donc le problème des langues est un problème très vaste. Nous sommes babéliens du début à la fin. Et puis, si on l'admettait une bonne fois pour toutes, c'est que nous sommes tous des traducteurs à tous les moments de notre vie. Quand on parle à quelqu'un, nous nous efforçons de traduire pour cette personne ce que nous avons envie de lui dire. Et quand nous entendons sa réponse, nous traduisons cette traduction qu'il nous donne de ce qu'il pense ou de ce qu'il a envie de nous dire. Tout est traduction. Un regard sur une toile, une oreille prêtée à la musique, c'est encore de la traduction. Every false bilingual no doubt has his or her specific map of lexical asymmetry. For my part, I prefer French to English in intellectual conversations, interviews, colloquia, linguistic situations which call upon concepts and categories learned in the course of my adult life. En revanche, si j'ai envie de délirer, me défouler, jurer, chanter, gueuler, me laisser aller au pur plaisir de la parole, c'est en anglais que je le fais. J'ai l'habitude de dire qu'un véritable traducteur est capable de faire entendre sous les mots d'une langue ce qui se dit entre les mots d'une autre langue. Le traducteur ne fait pas simplement passer un récit ou un essai ou une réflexion, il fait passer aussi, je vais un peu exagérer les choses pour bien me faire comprendre, mais toute une civilisation, parce que les langues véhiculent avec elles des tas de souvenirs, des tas de réminiscences, et ça ne se déverse pas dans le bac de la traduction comme un ingrédient. Il faut un grand savoir alchimiste pour passer d'un domaine à l'autre.
je traduis, j'essaie de reproduire la musique des textes que je traduis. Et pour ça, il faut que j'entende cette musique. Et en fait, quand je suis plongée dans un texte, j'entends le style de ce texte dans ma tête presque tout le temps. Ça résonne dans ma tête. Et quand je traduis, j'essaie de me vider pour qu'il n'y ait en moi que les mots, les phrases de l'auteur et puis les phrases françaises qui me viennent à la place, comme si j'étais une salle de résonance où les mots entrent d'un côté en anglais et ressortent de l'autre en français. J'essaie de ne pas avoir de langue à moi. J'aimerais que jamais on ne puisse reconnaître qu'une traduction est de moi. J'écris de façon très très différente selon que je traduis Paul Auster ou Bahi Nakjavani pour parler de deux de mes auteurs que vous connaissez bien. All these very minute discussions about details in the translations, it interests me a great deal. I enjoy it. It's really what writing is all about. You know, the writer builds up his book with all these syllables. Really, it's on the level of the syllable. And to be able to discuss that with a translator, particularly one who's gifted the way Christine is and sensitive, it becomes a great pleasure. On marche sur une ligne extrêmement ténue et c'est un équilibre permanent entre la fidélité et l'infidélité, mais l'infidélité peut être pas seulement vis-à-vis du sens, l'infidélité peut être aussi vis-à-vis du style. Si on est tout à fait fidèle au sens, mais qu'on est raide et guindé alors que l'auteur était d'une élégance souple et désinvolte, on est infidèle. Et par contre, si on garde le même genre de style que l'auteur, mais qu'on dit autre chose, évidemment, on est infidèle aussi. Donc on doit arriver à concilier les deux. Et c'est justement ça qui est amusant. Si c'était facile, ce ne serait pas drôle. Ce que Christine, ma traductrice d'épouse, m'a montré, c'est que pour entreprendre une traduction, il faut habiter le texte longtemps avant de se mettre à traduire. Quand j'ai traduit le premier roman de Bahi Nakjavani qui s'appelle La Sacoche, j'ai été prise d'une... C'est d'ailleurs une chose qui m'est déjà arrivée à d'autres occasions, mais là particulièrement fort, j'ai été prise d'une sorte de transe. Et je suis entrée dans ce livre qui était très très difficile à traduire parce qu'elle a une écriture qui est tout le temps au bord de la poésie et c'est vraiment extrêmement difficile. Et je ne sais pas, j'étais en transe, je ne peux pas dire les choses autrement. C'est une forme de mariage, je crois, c'est quelque chose de... Il y a une relation très très forte qui s'établit avec les auteurs qu'on traduit. The unread words folded within it spoke to him in a whispering calligraphy that touched the tendrils of his heart and clasped him close and murmured deep endearments. Il lui parlait en volutes de They parfum, spoke to him en spirale de in boucles walls of colorées au perfume, nez et en scrolls of soieries henna-colored subtilement curls tenaces and qui ne le subtle lâchaient pas. clinging silks that would Avec not un let him amour go. infini, il lui murmurait de se rappeler que dans toute la création, sans limite de temps ni d'espace, des millions d'êtres avaient, comme lui, exhibé brièvement leur pouvoir. Comme je suis un lecteur assidu, amoureux des livres, j'ai voulu faire des livres qui seraient complices du lecteur. Il arrive qu'on entende un lecteur dire « ce livre m'est tombé des mains » et on pense évidemment à l'ennui qu'il a éprouvé à la lecture. Mais les livres tombent parfois des mains parce qu'ils sont incommodes à tenir. Et c'est une chose à quoi j'ai voulu être très attentif, c'est créer des livres qui tiennent bien en main. Et je me suis fondé sur une chose très simple, quelle est la distance moyenne entre la première phalange repliée, des doigts opposés au pouce. Il y a 10 cm. Et avec 10 cm, qu'est-ce qui est élégant? Et en cherchant empiriquement, je suis arrivé à 19 et j'ai créé ce format
10-19 qui, par parenthèse, mais je ne le savais pas à l'origine, est un format qui a été très pratiqué au XVIIIe siècle. Il est très important d'avoir la possibilité de lire sans crainte. On sait que l'œil fonctionne sur une page en lisant un texte comme une navette sur un métier à tisser gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et si les lignes sont trop longues, si les caractères sont trop petits, les lignes trop serrées, l'œil est pris de panique. Il est inquiet. Et quand l'œil est inquiet, c'est toute la personne du lecteur qui est saisie par l'inquiétude. Et puis, si la lumière est réverbérée par un papier trop blanc, alors j'ai longtemps cherché le papier idéal, c'est-à-dire un papier grège qui ne renvoie pas la lumière, qui ne blesse pas les yeux, par conséquent, du lecteur ou de la lectrice, de telle sorte que les doigts qui tiennent le livre se trouvent satisfaits de caresser à chaque tournage de page ce papier qui est beau comme une joue, qui est beau comme un bras, qui est beau comme une fesse. C'est magnifique, ça. Je vois bien que de plus en plus les gens passent un nombre incroyable d'heures devant leur ordinateur à la recherche d'on ne sait quelle jouvence. Généralement ne la trouvent pas ou trouvent très peu, mais ont néanmoins consacré, et je dirais sacrifié, à ces vaines recherches des heures qui ne peuvent plus être récupérées pour la lecture. C'est ça, c'est la diminution du temps de lecture qui est un réel danger. Un réel danger. Et on n'en sortira que par une sorte de prise de conscience révolutionnaire au niveau de la société. Il faut que tout à coup, il y ait une révolte réelle contre l'asservissement auquel on tente de nous soumettre, car c'est bien ça, on tente de nous soumettre à l'asservissement électronique parce que c'est porteur de profit. Ça, le vrai problème. Art in general, I think, serves no practical purpose. And that's the beauty of it, because it's an expression of human imagination, human will, human desire, human talent. There's nothing at stake except the beauty of the act of doing it. I'm often fascinated by little 10-year-old girls, studying ballet. And they're working so hard all the time. And yet, to accomplish what? Maybe to achieve a few moments of beauty for other people, which has no practical result in the world. And I think this is what makes us human beings, is the fact that we can do useless things. And that's the beauty of it. L'art, c'est la mémoire, c'est l'héritage, c'est tout ce qui fait que les connaissances passent d'une génération à l'autre. C'est par les arts que ça passe et que ça demeure. L'art, c'est aussi cette matière sublime et en constante effervescence dans laquelle nous allons rechercher le sens de nos émotions et de nos idées. C'est ça, l'art. Ça ne sert pas à quelque chose, cela est.